Bonsoir, bienvenue à l'émission En 60 minutes. Bonsoir Jean-Claude Pomerleau, merci d'avoir accepté mon invitation. Ce soir, on fait le post-mortem des élections 2018. Et puis, ce soir-là, Mathieu Bock-Côté nous a dit les francophones reprennent le contrôle de leur État et qu'ils se retrouvaient devant un immense chantier intellectuel et politique. Et il pose la question qui va s'y engager. Il y a sûrement beaucoup de... C'est la fin du rêve pour beaucoup de souverainistes, n'est-ce pas? On vient de loin, on arrive à bout de souffle, au bout d'un paradigme, puis il y a un changement de paradigme, au cadre stratégique, pardon. Alors, tu veux-tu nous l'expliquer un peu, d'où est-ce qu'on vient? On vient de loin, hein? Où est-ce qu'on est? Bien, Céline, merci de m'inviter. Et puis, c'est un fait qu'on est à la fin de cycle. Il y avait Christian Rioux qui disait on vient de tourner la page à l'épisode référendaire de 1995. En fait, on a tourné la page aux épisodes référendaires. Et puis, toi, tu parlais d'un cas stratégique qu'il faut rechercher parce que là, il y a des souverainistes qui voient que les partis souverainistes ont été marginalisés, donc c'est un peu le deuil du rêve pour ceux-là. Mais en fait, ça ne l'est pas parce que le cadre stratégique, la logique référendaire, j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, mais ceux qui nous regardent ne le savent pas nécessairement, là. Je ne fais pas tellement le buzz sur Internet, c'est que depuis 50 ans, c'est ça, c'est plus que de 1980, depuis 50 ans, l'approche qui a été prise pour arriver à la souveraineté, c'est une approche que moi je caractérise comme idéaliste, c'est-à-dire on va convaincre les gens, et puis le référendum apparaît, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être une élection décisionnelle, mais ça ne change pas sur le fond le fait que cette approche-là ne tient pas compte, apprécie pas correctement le fait que devant nous, on a un État qui ne veut pas jouer le jeu démocratique. C'est très clair. Suite au référendum de 1995, il y a au moins 2 livres qui ont été publiés, des Iron Man en parlant de Jean Chrétien, et l'autre c'est de Shawinigan Fox, encore en parlant de Jean Chrétien. Là-dedans, on a les témoignages des acteurs politiques qui pesaient sur les décisions, et ils nous disent quoi? Il y a le référendum gagnant, il a revenu nulle part, et il y a eu un recensement sur le livre, sur le plan secret de Jean Chrétien pour faire dérailler un oui gagnant, qui a été publié dans National Post en octobre. Alors donc, les gens, même si ça c'est publié, ils n'arrivent pas à comprendre que devant nous, on a un État qu'on arriverait avec un comptage de bouts de papier, puis qu'on note plus, 50, 52, peu importe, ça ne va pas mener nécessairement à un changement de statut du Québec, parce que c'est de ça qu'on parle quand on parle de la souveraineté. On parle d'un changement de statut d'un État. Okay? C'est de ça qu'on parle. Donc, l'ajustement, c'est long, là, okay? Parce que le projet souverainiste, là, on essaye de dire Claude Morin, c'était ça, puis René Lévesque a fait telle erreur, puis on peut chercher partout, là, c'est tous des épiphénomènes, OK? La réalité, c'est que ce cadre stratégique-là du référendum, puis de la démocratie idéale, etc., puis l'absence de rapport de force qui est évalué, là, ça a été partagé généreusement, largement. Je ne connais pas de penseurs dans l'intelligentsia souverainiste qui est arrivé pour sonner la cloche et dire votre défi, c'est d'abord le défi du réel. Là. Et puis donc, vous avez un rapport de force là, à produire pour être, s'il est favorable, vous allez avoir un changement de statut. Et puis, s'il n'est pas favorable, vous allez vous faire cruncher. Bon, on se souvient on peut voir, c'est arrivé dans notre histoire, là, à 2 reprises. Je vais y revenir. Et puis, je vais revenir un peu plus loin sur l'élection de la CAQ et comment ça s'inscrit dans un nouveau cadre stratégique. Mais ce cadre stratégique-là, les gens, la population,
d'instinct, surtout après 1995, avec les menaces de partition du Québec. Là, on voyait que le fédéral abattait ses braquettes, là, il nous démantelait, c'était leur proposition, puis on n'avait pas de capacité de s'opposer à ça, sauf produire une étude de 4 experts qui disaient que en droit, tu as le territoire que tu avais avant dans la succession. Bon, oui. C'est bien beau, mais ça, là, c'est... on réclame ses droits en position de faiblesse et on les exerce. On les exerce en position de force. Tu comprends ça, Céline? Parce qu'on a eu l'occasion d'échanger là-dessus. C'est très bon de c'est ça. Mais non, mais c'est ça. C'est toujours l'idée de force, OK? Alors donc, la population, et puis moi j'ai publié une fois dans ma vie, j'avais envoyé un texte au Devoir, c'était en 2008, puis qui avait été publié, OK? Ça n'a pas arrivé par après, là. Bon, et donc, c'était au moment où Gérald Larose arrivait avec une nouvelle proposition, justement, changer le cadre stratégique, OK? Arrêter de fixer sur le référendum, puis là, prendre le contrôle de l'État du Québec et produire, faire bouger les lignes, produire une rupture, OK, par une dynamique qui est nourrie par des actes d'État du Québec. Ça s'appelait la gouvernance souverainiste. Sauf que il y avait le plan, puis il y a la direction politique du plan, et on comprend que la direction politique du plan n'était pas à niveau avec ça. Alors donc, on est là. Et puis, présentement, là, les gens, là, c'est très clair, là, OK? On a les deux partis qui ont mangé la plus grosse claque dans cette élection-là, ils portaient les deux le cadre stratégique de le Parti libéral, fédéraliste pur et dur, et là, le Parti québécois qui portait le rêve. OK? Oui. OK? C'est ces deux-là qui ont été tassés, OK? Pour faire place à un nouveau parti qui, la première fois en 50 ans, que ce n'est pas un ou l'autre de ces deux-là qui sont au pouvoir. Alors donc, lui, il arrive de nulle part, mais qu'est-ce qu'il fait? Mathieu Bock-Côté, il a très bien résumé l'affaire. Il dit, gars, les francophones qui avaient perdu le contrôle de leur État le reprennent, OK? OK? Alors donc, il ne faut pas le reprendre tant que les fédéralistes du Parti libéral agissaient constamment le référendum, que la population ne veut pas. Ils ont déconnecté. Et dans le texte du Devoir de 2008, je disais, la population a compris d'instinct que ce cadre stratégique-là, il est complètement déconnecté de la réalité. OK? Alors donc, puis que les intellectuels tardent à en prendre acte. OK? C'est ça le problème ici. Ça retarde, hein? OK? Donc, là, on sait qu'on a un déclin, parce que là, on pourrait dire c'est la faute à Lisée, ou c'était avant la faute à Marois, ou la faute à... Mais si on regarde un marqueur là, de cette tendance-là vers le déclin, là où l'illusion, OK, qui portait ce projet-là, quand le monde arrête de partager cette illusion-là, ils ne sont plus là, donc ça s'effondre. OK? Et le marqueur de ça, c'est le bloc en 2011. Gilles Duceppe, c'est toujours le même chef, il n'a pas fait de gaffe, OK? Puis à un moment donné, ils sont à 40, puis là, ils tombent à 2, OK? Donc, le plancher s'est effondré, là, c'est ça, puis c'est pas parce que lui a fait un... C'est juste pour dire, OK? C'est la population a décroché de ça, et il y avait un problème parce que c'est un enjeu assez sérieux, c'est que depuis 15 ans, la nation française en Amérique avait perdu le contrôle de son État, le seul État... abandonné même. Ben oui, qui est abandonné, OK? Puis je désespérais qu'il soit repris. C'est très, très important parce que c'est l'État, ses assises qui portent l'existence de la nation. OK? C'est pas pour rien, là. On avait un parti complètement corrompu, puis en plus tournait l'État contre nous sur le thème de l'identitaire. OK? Il nous faisait un procès parce qu'on voulait juste affirmer notre existence dans nos valeurs. Calmons-nous, là. OK? Fait que c'était désespérant. S'ils avaient repris le pouvoir, les libéraux, franchement, c'était une fatalité. OK? Alors donc, le fait que la CAQ arrive avec... Puis là, c'est assez étonnant parce que là, ils ont refait la cohésion nationale. Parce que c'est bleu partout dans toutes les régions. Sauf à Montréal. Sauf à Montréal, où le Parti libéral, il s'est comme
ça s'est rétréci comme une peau de chagrin sur leur base, qui est un noyau anglo-allo, disons. C'est ça. OK? C'est ça que c'est, là. Donc là, on voit une image assez claire. Moi, je désespérais de voir cette image-là. Là, je la vois. Qu'est-ce que ça représente? Là, on est dans une situation où il y a beaucoup de gens qui vont chercher, OK? Il y a beaucoup de bruit suite à l'événement, OK? Mais comme disait Sénèque, il faut distinguer les choses du bruit qu'elles font. Alors, les choses, c'est le temps long, OK? C'est le temps long, OK? Et puis, parce que la démarche vers la souveraineté ne commence pas avec le Parti québécois, puis que ça parle de... OK? Elle commence bien avant ça. Là, on a des gens qui commencent à réfléchir à ce cul-de-sac-là dans lequel on est et qui cherchent à quelque part. Nous, on est enfermés, l'histoire nous a enfermés, elle nous a piégés. On est bloqués. On est piégés par l'histoire. Puis comment s'en sortir? Et dans un long parcours, parce que là, si on revient sur le temps long, on regarde, il y a des gens qui se posent des questions. Moi, j'en ai retenu un qui est intéressant parce qu'il résume vraiment bien les questions. C'est Yvan Lamonde qui a publié une petite plaquette, Un coin dans la mémoire. Alors, Yvan Lamonde, lui, ce qu'il dit, c'est un historien des idées. C'est le même qui se présente. Et puis, pour la période de 18-19e siècle. Alors, donc, on est... là, il dit, notre problème de coin, c'est qu'on n'a pas réussi à s'en aller vers le libéralisme complètement. Le conservatisme nous retient, d'où le besoin du coin dans la mémoire pour larguer le conservatisme définitivement et là, se libérer. Alors, si on... Ça, c'est un regard, je dirais, intellectuel, et puis des idées, mais la politique n'est pas réductible au champ des idées. Il y a juste les idéalistes qui pensent ça. Essayer de convaincre les gens. En géopolitique, c'est pas tout à fait ça. Non. Alors donc, on a une histoire, un parcours de 400 ans, et dans ce parcours-là, il y a eu deux grandes périodes, disons. On a baigné dans le conservatisme très longtemps, et puis on a eu deux périodes où on était dans le libéralisme, soit la période de 18-37-38, la République, opposition, le libéralisme, et après ça, la Révolution tranquille et cet élan-là vers l'émancipation, avec le mouvement souverainiste, principalement porté par le Parti québécois, dans un contexte vraiment de libéralisme. On l'a vu jusqu'où ça mène. Alors donc, lui, Lamonde, il dit, si on se libère du conservatisme, le coin dans la mémoire, on largue le conservatisme, là, on s'en va vers. Or, ce qui se révèle dans l'histoire, c'est exactement le contraire. C'est que le potentiel qui a mené cette nation-là à pouvoir proposer l'émancipation totale vient du conservatisme. Et les deux fois où ce potentiel-là a été gaspillé dans une tentative de rupture, soit en 1837-38 et 1980-1995, ces deux périodes-là sont caractérisées par le libéralisme. C'est ça l'affaire. Et puis, présentement, je t'avais parlé à la dernière émission qu'avec un petit groupe, on travaille beaucoup sur revoir parce que comment, c'est parce qu'il faut le dire comme il faut, c'est que l'assise d'État porte la nation, Et si on n'a pas d'assise d'État, la proposition souverainiste, là, c'est du vent. On peut juste voir en Catalogne comment ils tournent à vide, puis ça n'a aucune prise, puis je veux dire, comment il serait 1 million dans la rue, puis on veut. Il n'y a pas d'assise d'État, oubliez ça. L'Amérique est là-dedans. Non, c'est ça, Alors donc, d'où vient l'État? Qui l'a fait apparaître? Est-ce que ça s'apparaît dans des périodes de libéralisme ou de conservatisme? Et là, on comprend que, je peux te faire rapidement
la synthèse de ça, c'est que, d'abord, l'Église de Rome, ses institutions, ça a été l'armature de notre État, après 1760, puis après l'échec des patriotes, c'est devenu l'Église nationale et patriotique, ok? Ils s'exprimaient comme ça, ils sont partis sur les missions premières de l'État, peupler, mettre en valeur le territoire, soigner le monde, les éduquer, etc. Ils assumaient, hein? C'était l'armature de l'État, et c'est ça, ils vont faire ça jusqu'à 1960, ok? Et puis à l'intérieur de cette institution-là, l'Église de Rome, je parle de l'Église de Rome non pas en tant que dans le registre des croyances, mais dans le registre de, en géopolitique, voilà une institution politique majeure, ok? Ouais, voilà une institution politique majeure, bien c'est comme ça que je la regarde, ok? Alors, c'est ce qu'elle a fait, ok? Et donc, à l'intérieur de cette Église-là, apparaît Lionel Groulx, penseur, ok, du développement, de l'édification de l'État du Québec. C'est lui qui l'imagine, là. C'est lui qui la voit, puis c'est lui qui dresse le plan pour dire, voici quelques éléments qu'il faut pour que le Québec puisse, en 1937, il disait, notre État français, nous le voulons, nous l'aurons, mais il n'a pas juste fait le souhait, il a développé un plan, et ça nous prenait des partis politiques ici au Québec qui étaient dédiés uniquement aux intérêts du Québec. Donc, rupture des partis. Il demandait aux partis de ne plus être des succursales des partis d'Ottawa, comme le Parti conservateur du Québec, succursale d'Ottawa, libéral, la même chose, etc. Et il fait apparaître ça. Il dit, ça nous prend des élites économiques, OK? Il dit, parce que, gars, ça va prendre 50 ans. Okay? Il n'était pas là, lui, dans le souhait, parce qu'on lui a demandé, on a fait pression à l'époque pour qu'il dise, pour qu'il sorte et qu'il dise vive l'indépendance. Il disait l'indépendance, pensez-y toujours, n'en parlez jamais. N'en parlez jamais. Okay? C'est pas mûr. Okay? Il prend, et là, l'Union nationale va prendre la suite. Et puis, ils vont développer le Québec, ils vont édifier l'État, OK? Le drapeau, il va arracher une partie des impôts à Ottawa. Il était en train de développer l'autonomie, qui est la base pour dire, à un moment donné, on a assez d'autonomie de puissance qu'on peut faire un choix, l'autodétermination. La Révolution tranquille, c'est un plan de groupe, finalement, OK? La nationalisation de l'Hydro-Québec. Maître chez nous n'appartient pas à Jean Lesage. Avant ça, qui le dit le premier? Lionel Groulx, OK? Alors donc, tous les termes là, de développement de cet État-là, qui va apparaître dans les faits en 1960, là, c'est Groulx, OK? Il y a eu c'est Philippe Courtois qui écrit une biographie, et puis en sous-titre, il dit « C'est le penseur le plus influent de notre histoire ». Pourquoi? Parce qu'il a été le père de la doctrine d'État du Québec. C'est pas ça. OK? Si tu fais accord avec l'État, tu deviens un homme d'État, et puis dans l'histoire, tu deviens quelqu'un de particulier par rapport à d'autres qui sont tu comprends? Sans importance, ils sont dans l'oubli. Okay? Ceux qu'on retient Jean Lesage parce que quoi? Parce que lui, il y a la somme qui a été produite qui fait que le Québec, comme État, se découvre. Et là, eux autres prennent le pouvoir et disent, ben, finalement, on a la puissance d'un État de fait, un État de facto. Okay? C'est ça. Alors donc, puis ça pousse, ça a l'effet de transformer notre identité. De Canadien français à Québécois. Pourquoi? Parce que là, en adhésion avec le territoire national. C'est ça l'affaire. Alors donc, c'est ça. Mais ce mouvement-là, il y a l'équipe du tonnerre qui sont liés à l'État du Québec. On peut dire, René Lévesque à l'époque, il disait « l'État du Québec, le meilleur d'entre nous ». Peu importe les politiciens, il disait c'était le meilleur d'entre nous. Puis Jean Lesage, il disait l'État du Québec ne parlait jamais de la province. Jamais. Puis ça, c'est une marque très importante dans le développement vers l'émancipation, de se considérer comme un État plutôt que une province. Là, aujourd'hui, on a régressé. Okay? Les souverainistes parlent de province. C'est une méchante erreur.
OK? Alors donc, tu vois Ouais. le recul, le reflux de l'histoire, tu sais. Fait que donc, là, c'est ça. Jean Lesage, l'État du Québec, on serait fou de ne pas l'utiliser. C'est ça. Alors donc, ils vont se déployer à l'international avec la doctrine Gérin Lajoie, etc. Bon, OK? Après ça, ils perdent le pouvoir. Et puis là, on a Daniel Johnson qui arrive. Et là, on l'oublie, Daniel Johnson, dans Oui. la genèse du mouvement indépendantiste. Mais Daniel Johnson, parce que là, on est à une époque où on va se demander, chercher l'erreur. On revient, placer le curseur à quelque part. En tout cas, le GPS nous a indiqué quelque chose, puis c'était un cul-de-sac au final. C'est assez clair qu'on a le nez sur la pancarte cul-de-sac présentement. Alors donc, là, on revient, puis là, le dernier qui avait une doctrine d'État, c'était Daniel Johnson. Puis Daniel Johnson, lui aussi, il était dans une situation, un contexte très bien analysé, où il dit, gars, on n'est pas dans un point de développement où on peut dire, on y va pour l'indépendance. Alors là, il les emmenait dans une étape où il faisait apparaître l'indépendance, mais il disait, voici, on s'en va vers le Canada, puis on leur dit, nous, on est une nation, on est un État, et cette nation-là demande d'être reconnue. Et là, il y avait une stratégie pour imposer ça. C'était que, il est mort malheureusement avant, mais dans son développement, c'était nous sommes une nation, nous sommes un État, on veut parler d'égal à égal. Okay? C'était une rupture. C'était une rupture. Le monde disait, il n'était pas indépendantiste. Ça, c'est des intellectuels qui pensent par la logique binaire. Okay? Alors qu'en politique, on est dans une dynamique. Okay? Une dynamique de rapport de force. Fait que lui, il avait bien évalué son rapport de force, on était rendu là. Et là, si devant lui, il s'était fait claquer la porte par Ottawa, là, il faisait un référendum pour dire, demander au monde, sommes-nous une nation? Sommes-nous un État? OK? Bon, là, il avait imposé cette réalité-là. Et quand on impose cette réalité-là, c'est très important de comprendre ça. Tant qu'on n'a pas imposé cette réalité-là, le statut de la nation et de l'État du Québec, OK? On ne l'a pas imposé à Ottawa. On a le droit à l'autodétermination est fictif, n'a aucune effectivité. Et c'est pas une question de frontière commune. Il est fictif, bon, parce que je te l'ai dit au début de l'entretien, car ils veulent rien savoir. Okay? Dans le cas où ils sont obligés de reconnaître un État et une nation, là, ils sont dans un rapport d'égalité, guerre sont faites. C'est fini. Okay? Là, on a gagné le droit à l'autodétermination effectif. Parce qu'à ce moment-là, on a progressé. Alors donc... Mais là, on arrive justement, là, le cadre stratégique plus réaliste se met en place actuellement. Par la force des choses. Par la force des choses. Il nous ramène aux conservatistes dans la ligne dans la lignée de Groulx, Duplessis et Johnson père. C'est ça? Ben oui, c'est parce que, regarde, on regarde là, c'est les régions, on l'a dit tantôt, c'est les régions, OK? Les régions... ils n'ont rien contre ça que le Québec s'affirme, là. OK? Mais pas à jouer le grand soir, et puis sachant que finalement, on s'en va à la casse, puis ça n'a pas de réalité. Alors, il y a un instinct dans un peuple qui a 400 ans d'histoire, puis qui a eu le vent de face la plupart du temps. OK? C'est ça. Alors donc, ils se disent, gars, allons-y comme ça. Et là, on revient à cette élection ici. J'aimerais ça que tu expliques aux gens, par exemple, faire la distinction entre parti conservateur et conservatiste. C'est pas du tout de ça qu'on parle. Non. Là. Ben oui, OK. Le conservatisme, regarde, c'est bien ben oui, c'est une très bonne question. OK? Pourquoi? Parce que quand on parle du le conservatisme, tout ça, le monde dit la droite, l'extrême droite, c'est ça. Ça n'a rien à voir. OK? La droite globaliste, OK? Supranational dans ces jeux de capitaux et puis qui sont dans une entreprise de démolition des structures d'État et dissolution des nations. Okay? Cette droite-là, globaliste, elle est absolument en lien
alliés, objectifs avec la gauche sociétale type Québec solidaire, parce qu'ils sont dans la même proposition, le monde sans frontières, on accueille, etc. OK? Et puis la nation, tu regardes Québec solidaire, la nation, tu les entends pas parler souvent de la nation, de l'histoire, de ses racines, etc. Dans le cas il y a une droite conservatrice en affaires, mais le conservatisme, là, regarde, juste pour te dire, hein, dans le conservatisme, pour nous, le modèle québécois est né du conservatisme. Toutes les coops, d'où ça vient, OK? Ça vient du conservatisme de l'intérieur de l'Église et ça prend sa racine sur la doctrine sociale de l'Église du 19e siècle parce que là, eux autres, l'Église se voyait monter le capitalisme sauvage, là, OK? Et le communisme de l'autre côté. Eux autres, ils disaient ça, c'est les deux matérialismes. Mais il dit, nous, il faut s'investir dans le social, dans l'économie, sinon on va parler en chair de 100 heures de prise sur la réalité, alors que ces deux-là nous visent. OK? C'est ça, tu sais. Alors, c'est ça. Donc, la doctrine sociale de l'Église, là, c'est là qu'arrivent les coops. Les coops, là, au Québec, là, on ne sait pas, là, mais la moitié des transactions financières au Québec, là, se transduisent sur une plateforme coopérative. C'est unique, là. OK? C'est Desjardins. Et puis, la façon, les approches collectives, pourquoi la nationalisation de l'hydroélectricité, je te l'ai dit, c'est gros. Avec... tu comprends? Ce collectif-là, c'est ce conservatisme-là que je te parle. T'sais. Gros, entre autres, nous a écrit une histoire glorieuse qui était enflammée, mais tu sais, quand il y avait une profondeur, puis qui parlait de, il disait de l'importance de persister dans son être national. Tu sais, je veux dire, c'est ça le conservatisme, fondamentalement, c'est quels sont tes moyens pour persister dans ton être national. Et puis, ça peut même s'en aller jusqu'à l'environnement. Tu sais, parce que, tu sais, si tu cultives la terre, etc., brûle-la pas, tu sais, parce que tu as une génération qui va venir après. Tu sais, bon, c'est ça, le conservatisme, c'est ça. OK? Alors donc, c'est pas à gauche, c'est pas à droite. Tu sais? Donc, ce conservatisme-là, il faut revenir pour comprendre que pour eux autres, le conservatisme, l'émancipation, la rupture finale, c'était une somme. OK? Puis en attendant, tu fermes ta gueule, puis tu fais ce que tu as à faire. C'était très clair, parce que je me suis entretenu avec un député qui était à l'époque avec Daniel Johnson, puis tout ça, il se l'est fait dire. Parce que lui, il était pas mal pompé sur l'indépendance, puis ils l'ont fait venir à un moment donné, ils ont dit, gars, ferme ta gueule, on bouge la clôture. Ça vient du haut niveau, là. OK? C'est arrivé dans l'histoire. OK? J'interprète pas des choses. Non. OK? Alors donc, c'est ça. On voit les... OK? C'est ça. Et puis donc, après ça, ce qui arrive, c'est que le mouvement souverainiste de René Lévesque, je ne sais pas pourquoi, ça c'est le mystère, il décide qu'il abandonne l'édification de l'État, puis il part en quête d'un pays fantasmé. On parlait de conservatisme, tu as quelque chose d'autre à ajouter là-dessus d'important, d'avoir fait la lumière sur la grande noirceur. Et puis le conservatisme a donné naissance au modèle québécois, non? Oui, c'est ce que je disais. Le modèle québécois est issu du conservatisme. Ça, c'est très clair. Il a été assumé par les institutions de l'Église, santé, éducation, les deux gros postes budgétaires, OK? Ils ont assumé ça. Et puis, le conservatisme aussi, il faut le rappeler, c'est qu'en 1960, une population jeune et nombreuse, ça vient de la revanche des berceaux. Et puis, c'est une discipline terrible pour les familles, dans le contexte d'arriver avec ces familles-là pour relever le défi démographique, sinon, on est fait. OK? Comme aujourd'hui. C'est exactement, mais aujourd'hui, ça descend, là, OK? On n'est pas dans le même... Tu sais, ça, c'est les fondamentaux là, de ce que va être la politique, là, la ligne portante de la démographie, OK? Nous autres, à 60% de francophones au Québec, oublie ça, OK? Donc, c'est important, ça, OK?
le transfert qui s'est fait, c'est que eux, ils ont produit des institutions, ils ont produit des élites et ils ont produit une population jeune, etc. Et puis donc là, en 1960, il y a un État qui est là, mais qui n'a pas de dette. Fait qu'on voit le potentiel, un État pas de dette. Alors la Révolution tranquille, c'est la nationalisation des missions qu'avaient les institutions de l'Église. Okay? Et là, ça va être pris en charge par l'État. Et là, l'État, pour faire ça, va emprunter. Ils empruntaient à l'époque à hauteur de 600 millions par année. Là, à cette époque-là, c'est beaucoup. Fait que la dette... et là, petit à petit, l'État se déploie. Dans les premiers temps, c'est le fun, on a des services, t'as ça, ouais, OK. Mais avec le temps, la dette, elle devient qu'elle pèse et puis elle limite ta liberté. OK? C'est ça. Alors donc, l'État devient obèse. Il est passé de stratège à obèse. Il était stratège en 1960, quand il y avait tous les éléments. Là, on nationalise l'Hydro-Québec, on crée la caisse de dépôt, on se déploie à l'étranger avec la doctrine Gérin Lajoie, les missions, nos compétences, on les projette à l'international. OK? Puis là, bon, là, tu te dis, tabarnouche, wow, c'est un État stratège qui agit avec des stratégies d'envergure. OK? Alors donc, ben, après ça, il prend de l'embonpoint, Et puis, c'est ça, là, qui joue, à un moment donné, le monde, l'impôt, les taxes, ça pèse. OK? Et puis, on est pogné dans le libéralisme, parce que le libéralisme, regarde, t'es pogné avec ça, c'est du technicisme de gestion. C'est pour ça que dans cette campagne-là, t'étais pogné dans de la gestion, là. T'étais pas pogné dans des politiques d'envergure qui étaient proposées. Etc. Non, à part le délire dans l'imaginaire de Québec solidaire, réellement, là, non. OK? Non. Alors donc, c'est ça. Puis ça a joué aussi pour faire apparaître la CAQ, parce que la CAQ dit, gars, lâchez-les, tu sais, le fardeau fiscal, puis il y a moyen de faire mieux avec moins, puis, tu sais, l'État obèse, on peut-tu, bon, il y a eu un qui a joué sur ce thème-là, c'est Jean Charest, tu te souviens de ça, quand il disait, oh, il faut dégraisser l'État. Parce qu'on ne s'en va pas, c'était pour engraisser les amis. Mais là, j'espère que ce ne sera pas le cas. Là, on arrive à la CAQ, OK? On est dans un... la population, la nation, d'instinct, a balayé les deux partis qui nous enfermaient dans le fameux cadre stratégique, le paradigme fédéraliste, souverainiste, ça n'a pas de réalité. Okay? C'est ça. Lui, il vient, là, lui, il dit, je suis fédéraliste, le Canada, c'est correct, pas tout ça, j'adore ça. Tout le monde dit, regarde, tout le monde, des souverainistes que je connais, disent, oui, il vient de dire qu'il était. C'est pas ça, c'est pas important. C'est qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec l'État du Québec. OK? Fait que, je pourrais te citer le curé Labelle quand il était en train de faire la conquête des territoires, puis qu'il voulait empêcher les protestants anglais de venir. Puis il disait, si vous jamais ils se plaignent, laissez-les japper. Tu comprends? Tu laisses japper. Là, qu'est-ce qu'il fait? Bon, là, on arrive dans l'État du Québec, les francophones reprennent le contrôle de l'État. Lui, qu'est-ce qu'il va faire avec? Bon, personnellement, regarde, je pense que je t'en avais parlé dans la dernière émission, c'est que ça aurait été pour moi plus rassurant qu'il soit minoritaire, puis le Parti québécois ait la balance du pouvoir. Mais tant qu'à être majoritaire, autant mettre le Parti libéral dans sa pire défaite de son 150e temps d'histoire. OK? Si tu regardes, puis si tu n'as pas compris que les francophones, ils ne veulent plus rien savoir de toi parce que tu leur craches dessus, OK? Comme nation historique, bon, mais regarde, à la prochaine, c'est tout. OK? Alors, là, lui, il arrive avec ça. Fait qu'il est fort d'un mandat. Ça, c'est important quand même parce que ça dépend de ce qu'il veut faire, tu sais. Mais là, qu'est-ce qui sort? Tu sais, c'est sa porte-parole qui sort. Puis oui, priorité, la charte. Oh! Oui. La revanche de la charte. Ce qui a causé la désertion là, de bien du monde. Non, ça vient. C'est ça. On voit que le Parti souverainiste qui portait ça,
puis que pendant qu'il faisait ce débat-là, il est parti de 28%, monté à 37%, c'était inespéré. C'est ce qui a entraîné Pauline Marois à dire on est à la majorité, on y va. Mais après ça, on n'en parle plus. C'est ça. OK? Puis depuis ce temps, les médias, puis c'est souligné par Mathieu Bock-Côté, dit regarde, les médias, puis c'est vrai parce que j'ai été au sondage pendant les mois, OK, sur les sondages légers. Vous pouvez y aller léger dans l'historique pendant cette période-là. Là, la charte fait monter le Parti québécois. Absolument. Elle ne fait pas caler. Exact. Mais là, depuis, Radio-Canada nous vend l'idée que c'est ça qui a coulé. Oui, oui. C'est ça qui a coulé, Ouais. OK? Ça n'a pas coulé rien du tout. Non. Et c'est ça, le fondement, le gros nom. Chantal Hébert. C'est ça. Oui, oui, les autres, les autres ils vont avoir de quoi se lamenter. Continuellement, eux autres. Oui, là. oui. La phrase, OK? la phrase. Oui, parce que là, lui arrive, on est dans le Canada, l'État du Québec, puis le Québec, la nation, décide de reprendre le contrôle de son État et là, décide de se nommer, OK? Ouais. En acte. Ouais. Parce que l'État n'agit pas avec des gestes, c'est des actes, OK? Donc, une loi. OK? Donc, la loi va dire, voici chez nous nos valeurs. Regarde, dans la loi OK. 62, là. OK? C'est ça. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un thème où la nation, 400 ans d'histoire, dit, voici nos valeurs C'est sur ça notre qu'on est. territoire. Oui. Et sont en collision directe avec le multiculturalisme. Oui. Le multiculturalisme, il faut savoir que c'est la doctrine d'État du Canada. Doctrine d'État veut dire la législation, la Constitution, la Charte des droits, la clause d'interprétation de la Charte des droits favorisant le multiculturalisme, les tribunaux doivent suivre, tout l'argent, OK, etc., etc. Et le multiculturalisme, ça sert juste à définir. Les citoyens sont définis par leur religion et Oui, leur ça. ethnie, c'est Mais ça? c'est ça. Mais le multiculturalisme, regarde, je vais te dire. Oui. Puis là, on arrive à l'organe de propagande du gouvernement canadien qui est Radio-Canada Radio-Canada, ben oui. et qui est dans sa loi constitutive, OK, promouvoir le multiculturalisme. Ce qui veut dire, c'est pour ça que tu entends des Chantal Hébert et Auger et tout, Oui, oui, oui. c'est qu'eux autres, ils sont pas capables d'être objectifs dans un débat pour ou contre le multiculturalisme. Leur loi leur dit, constitutive, Ah oui. qu'ils doivent défendre Tout ça en parle. un camp plutôt C'est que ça, l'autre. Bon, c'est fait que, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le multiculturalisme du départ, c'est la négation de la nation du Québécois. Québec. C'est ça. Ah, On a, je sais Ouais. pas, c'était pas si tu as vu les positions de Pierre Elliott Trudeau. C'est lui, le multiculturaliste. OK? Oui, oui, oui. Et sur la nation, Oui. et sur l'État du Québec. L'État du Québec existe-t-il? Tu sais? Puis la nation. Tu sais, sur la nation, tu sais, il disait en 1998, après le référendum, regarde, après le référendum, OK? Il disait les Québécois possèdent d'immenses richesses, mais génération après génération, ils n'ont pas su exploiter pleinement ces dons à cause de l'aspect rétrograde de leur personnalité culturelle. OK? Oui. Donc, rétrograde. On est une gang de tarés, Oui. puis on est assis sur une mine d'or, puis on n'est pas capable d'exploiter. OK? Oui. Tu peux-tu être plus méprisant que Ben ça? non. OK? Alors, donc, pour lui, là, Oui. cette nation-là ne doit pas jamais surgir. C'est pour ça qu'elle est dans la doctrine d'État, le multiculturalisme, réduit à l'échelle d'un groupe ethnique parmi tant d'autres dans le beau grand Canada du multiculturalisme. C'est ça l'affaire? C'est la négation de OK? la C'est nation. ça. Mais là, on est dans la doctrine d'État Oui, OK? oui, oui. du Canada. Oui. Le monde ne comprenne pas, c'est une doctrine d'État, c'est pas juste un débat d'idées. Là. Non, 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 OK? non, non, non. C'est la puissance d'un État du G7 C'est ça. qui s'active, Oui. OK, pour te nier ton existence. Oui. OK? Et donc, il est là en train d'écrire exactement ce que Lord Durham disait. Ils n'ont pas d'histoire, pas de culture. Il n'existe pas. Ils n'existent pas. On devrait tous les mettre sur un bateau et les envoyer. N'importe quoi. Parce Ouais. que tu es une non-entité politique. Non, entité pas. Sauf que là, avec la CAQ,
on redevient une entité politique. Mais deuxièmement, Oui. concernant Trudeau, Oui, oui, encore, Trudeau, en 1994, sur l'État, le Québec est-il un État? Je te l'ai dit, Daniel Johnson, son match, c'était de faire reconnaître la nation et l'État. OK? Et lui, en 1994, en avril 1994, alors on est là dans l'année qui va mener au référendum, alors qu'un deuxième référendum pointait à l'horizon, Trudeau père s'était adressé à une soixantaine de membres de la Société royale du Canada, triés sur le volet dans un amphithéâtre de l'Université de Montréal. Et il n'avait pas caché son dépit. Je le cite. « Les professeurs enseignent le nationalisme dans les écoles. Ils disent à leurs élèves que le Québec est un État. Et c'est faux. Le Québec est une province, un canton, un district. » OK? C'est ça, là. Ne le rajoutez plus, la coupe est pleine. Tu comprends que la game, c'est de se faire, de l'imposer. Et là, on revient à la CAQ. On est sur la Charte des valeurs. La Charte des valeurs, cette charte-là, probablement, ça va amener une modification aussi de la Charte des droits au Québec avec une clause d'interprétation. Okay? La clause d'interprétation qui a déjà été proposée, c'est qu'elle s'applique nonobstant. Okay? Fait que tu prends la clause nonobstant, puis tu l'inscris dans ta propre charte. Tu es sur le territoire du Québec, tu me parles de la charte canadienne, non, la nôtre a préséance parce qu'on utilise la clause dérogatoire. C'est très habile. Okay? Ben oui, c'est très habile, certain. C'est ça. Alors, c'est un juriste, il y a un petit comité à l'Université de Sherbrooke, c'est des hauts niveaux. Les autres sont vraiment dans la game. À leur affaire, c'est ça, ouais, c'est ça. Ils disent, gars, comment ça se joue ce game-là. OK? Alors donc, c'est ça. Alors, lui, il est libre de ses mouvements, le premier ministre François Legault, et puis il va agir parce qu'on l'écoutait en point de presse, après que sa porte-parole a sorti en point de presse pour dire, ben là, s'ils ne sont pas contents, ils auront le choix entre le renvoi ou le voile. Ou le... c'est ça. Et là, normalement, si un péquiste aurait dit ça, le lendemain, Legault, Jean-François Lisée l'avait déjà dit, l'avait déjà évoqué, puis le lendemain, il est obligé de s'excuser parce que son caucus multiculturel, OK? Non, ils n'ont pas pris. Elle est sortie, Mme Guilbeault, elle dit, ah ben là, s'ils choisissent leur religion plutôt que leur emploi, bon, c'est leur choix. Ouf! Paf! Et aujourd'hui, là, Legault est dans la même entrevue. Ben c'est ça. Et puis il dit, oui, c'est ça, on va essayer de leur trouver une place dans le backstore. Tu comprends? Il n'a pas dit, non, elle a été trop loin, c'est pas ça du tout. Il n'a pas non, il n'a pas bégayé. Il a un mandat fort, et donc on est dans un rapport de force. Maintenant, on est dans un contexte. Ça, c'est la situation qui est créée. OK? Deux premiers principes de géopolitique, parce que là, on est dans la géopolitique, n'est-ce pas? OK? C'est apprécier le contexte et la situation correctement. Alors donc, la situation, c'est que lui, il dit, je clenche, j'assume le rapport de force, OK? Avec, peu importe qui, tous les groupes qui grouillent et grenouillent autour du thème, OK? Du multiculturalisme, ici à Montréal, et puis à Ottawa. Maintenant, c'est le contexte, la situation, c'est quoi? C'est que le paysage qui était rouge est transformé bleu. Et il y a une élection l'année prochaine, au fédéral. Et le Québec, la base du Parti libéral du Canada, là, parce qu'ils ont quand même une tour de 40 députés, il est pogné. Et là, pour une fois, sur un thème, on a un rapport de force favorable. Monsieur le Premier ministre, il est là-dedans. Okay? Donc, il a choisi, c'est quoi le dossier? C'est quoi le dossier qui l'a fait élire finalement? Okay? Parce que les gens se faisaient matraquer avec les discours moralisants, comme quoi c'était des racistes, parce qu'ils mettaient en question soit l'immigration massive, soit le multiculturalisme finalement. Alors, à tel point qu'ils n'osaient même plus sortir et donner leur opinion. Mais dans la boîte, ça a été la revanche des couteaux. Absolument. C'est ça, là, OK? Fait que là, le Parti libéral,
Ouais. Comment se fait, on a perdu les francophones? Regarde, c'est ça que t'es. T'es dans la doctrine d'État du Canada, OK, parfait, nous, on la confronte. Mais il faut la confronter sur un enjeu où notre rapport de force est favorable. C'est ça. Et il est favorable dans la mesure où il y a un lien maintenant entre la CAQ et le Parti conservateur du Canada. Il y a un lien. La population endosse ça, eux autres. Ben, c'est-à-dire qu'on revient à pratiquement la proposition du beau risque, c'est-à-dire l'alliance entre Lévesque et Mulroney, et puis qui avait fait élire les conservateurs, et puis qu'eux autres, les conservateurs, ils avaient emmené une proposition pour reconnaître le Québec dans l'honneur et l'enthousiasme, blablabla, et ils ont tous négocié ça, puis en dernier, la population canadienne, ils ont dit « rien pour le Québec ». Et là, la réaction, c'est ça qui a mené à la montée et qui a mené au référendum de 95. C'est pas le Parti québécois qui s'est dit plus indépendantiste. Là. Non, ils ont juste surfé sur une vague qui avait été créée au moment même où le Parti québécois disait « Nous ne sommes plus souverainistes, nous voulons réformer le Canada ». OK? Et c'est dans ça qu'on est présentement. Oh. OK? C'est ça. Pour ceux qui disent « Ah, il dit qu'il est fédéraliste. » Regarde, moi, dis-moi que tu es fédéraliste, puis avance concrètement vers la confrontation. Puis là, on est dans une dynamique politique il y a toujours l'attracteur à l'avant, un attracteur qui est l'émancipation totale. OK? Alors, mais là, tu vas y parvenir si tu additionnes. Puis tu vas t'en éloigner si tu soustrais. Puis on n'a pas arrêté de soustraire clairement depuis 1995. Depuis 1995? Enfermé dans le cadre de cette logique référendaire-là. Ouais. Ça a pris du temps à sortir. Là, c'est juste en 2018 que François Lisée dit « Regarde, le référendum, on ne peut pas crisser ça sur la table. Là, c'est un assommoir. » C'est un bon coup. C'est un repoussoir. Au moins, il l'a tassé, mais c'était fini. Okay? En attendant, la CAQ s'était constituée et la CAQ correspond à une proposition que la nation, dans sa tête, dans son instinct, dit on est rendu là. Et puis là, on est dans la survie. Alors, stratégiquement, y a-t-il quelque chose à mettre sur la table? Bien là, après la charte, c'est sûr qu'au Canada, ça va réagir. Ici, ça va réagir. Mais moi, ce que je vois au Canada, j'ai vu un sondage dans le Globe and Mail à un moment donné, c'est 65% des Canadiens disaient l'immigration, quand ils arrivent, ils doivent s'adapter à nos valeurs. T'sais? Là, ça, c'est quelque chose qu'on nous cache parce que ce qu'on nous dit, c'est que tout le Canada pense qu'on est des racistes parce qu'on veut imposer nos valeurs, notre identité de nation. Mais là, eux autres aussi sont comme ça. J'ai vu une autre chose aussi. Il y avait une madame qui avait interpellé Trudeau, là, puis ça a embrassé un peu. Ben, la vidéo était sous-titrée en anglais, projetée dans les réseaux anglophones, puis tous les commentaires, ce qui venait, puis il y en avait plus que 1000, c'était « Elle a raison, elle a raison ». Puis là, c'est pas vrai que Trudeau représente l'ensemble du roc unanime contre le Québec sur la position de les valeurs, la Charte des valeurs. OK? Ça, c'est une affaire. Ça, c'est une chose très importante parce que ce débat-là risque de s'enflammer, puis être repris. C'est sûr que le Globe and Mail, puis de Gazette, tout ça, ils vont nous dire la même. Ils vont nous montrer que le Canada, non, ils nous dénoncent tous. C'est pas vrai. OK? C'est pas vrai. De l'autre côté, à un moment donné, ce débat-là va surgir comme il faut. Maxime Bernier a essayé de le faire surgir. Et puis, Scheer, le chef d'opposition, il a dit non, on ne peut pas aller jusque-là, etc. Bon, OK? Mais ça va surgir. OK? Ça va surgir. Donc, ça, tu as une chose. Le dossier, d'après moi, le plus important, parce que c'est bien beau faire une analyse, voilà, lors de... on a précisé le contexte, on a estimé les réalités. Tu sais comment ils définissent l'histoire? L'art de prévoir le passé. T'sais. Mais là, on peut-tu prévoir un peu l'avenir? Okay? C'est quoi qui pourrait être amené par le Québec, qui a de l'envergure, et qui ébranle
la cage constitutionnelle dans laquelle on est enfermé. OK? Et en partant, sans dire que tu veux la faire éclater. OK? Parce que si tu veux la faire éclater, tu as tout le monde de l'autre bord qui deviennent un seul homme. OK? Mais si tu joues tes cartes, voici c'est quoi le lien qui tient cette cage-là. C'est, d'après moi, un des ciments, c'est la péréquation. La péréquation, à chaque fois que le Québec se fait avoir, ils vont dire « Oui, mais vous avez la péréquation. Ouais, OK? Ça fait que si tu as le gros BS, tu n'as pas la job payante, c'est correct. OK? Bon, là, tu lui dis. Là, la péréquation, on arrive dans un contexte où cette péréquation-là va venir, son existence même, sur la table. Il va y avoir une élection en Alberta. Parti conservateur, nouveau Parti conservateur en Alberta, 70% d'appui. OK? Ils ont un référendum sur la péréquation. OK? Ouais. Et là, François Legault dit, nous, on n'en veut pas de péréquation, mais on veut que le Québec soit assez riche pour que dans les paramètres de distribution de la péréquation, on n'a pas parce qu'on est revenu bien plus riche. OK? OK? Make Québec great again. C'est un peu ça. Ah, là, mais la manière de s'en débarrasser de la péréquation avant que ça arrive, c'est tout simplement dire pourquoi il y a eu la péréquation. Et là, on va revenir sur l'histoire, sur Maurice Duplessis. Lors de la dernière Grande Guerre, le fédéral a dit on doit faire un effort de guerre. Les capacités fiscales des provinces, vous devez nous les transférer, les impôts directs, et puis de là, nous, on va pouvoir faire notre effort de guerre, puis après ça, on vous retourne ça. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait, ils n'ont pas retourné. Duplessis s'est battu pour en ramasser un morceau, OK? Ces capacités fiscales-là. Il faut comprendre que ce que ça signifie, là, cette capacité-là. C'est dans un article du Globe and Mail, lors du 150e du Canada, ils ont fait le 150 ans de fiscalité au Canada. Et là, on s'aperçoit qu'au moment où le Canada ramasse les impôts directs, ça devient leur principal poste de revenus. C'est là qu'ils gagnent du muscle. Et immédiatement après, leur principal poste de dépense, c'est dans les juridictions et compétences des provinces. C'est pour ça, là, le gouvernement centralisateur baveux de Trudeau, OK? Peu importe que tu as une compétence, il y a toujours un plan commun où ce que tu attends le chèque pour les infrastructures, ils veulent-tu pas? Regarde, OK? Juste ça. Si nous, puis là, dans un autre élément du dossier, c'est le Bureau parlementaire du budget qui dit, depuis 2-3 ans, et en particulier en 2018, si rien ne change, OK, dans la fiscalité au Canada, il reste juste, sur le long terme, une province viable. C'est le Québec. Les autres, leurs dettes vont monter, leur déficit va monter, et où ils ne pourront plus donner les mêmes services, où ils vont monter leurs impôts. OK? Mais toutes choses étant égales, ils ne sont pas viables. Alors donc, eux autres, ils ont intérêt à récupérer les impôts directs, surtout l'Alberta. OK? Alors donc, il y a déjà une alliance organique entre la CAQ et l'Alberta, parce qu'il y a 4-5 conseillers de Harper du Québec qui sont avec Legault. OK? Et là donc, si, quand ils arrivent avec leur référendum en Alberta, le Québec sort, coucou, on est dans le camp du oui. On est dans le camp du oui pour mettre fin à la péréquation. Là, ils sont tous sont désarçonnés. Parce que c'est quoi l'affaire? Pourquoi qu'ils renonceraient à 11 milliards? Bien, regarde, on vous explique comment ça s'est déroulé, pourquoi vous avez pris ça pour l'effort de guerre, et là, on veut récupérer notre butin, comme disait Duplessis. Okay? Duplessis, là, pour le monde qui était plus ou moins instruit, il y avait une image. Il dit, parce que là, on leur donne notre monde, puis après, il faut leur demander l'heure. C'est simple, mais le monde comprenait. Ben oui, tu comprends ça? Comme ça. On n'était pas dans des débats de constitutionnalistes. C'est ça qui se passe. Ouais. Alors là, on a cette possibilité-là.
personnellement, je l'ai évoqué à des endroits. J'ai pas eu d'oreille pour ça. Je ne le sais pas. Mais pour moi, ça m'apparaît. Puis le groupe avec qui je travaille, on a beaucoup discuté de ça. On a trouvé des documents. On a regardé les pièces du puzzle. On dit, gars, tout ça tient bien ensemble. Là. OK? Fait que. Puis on voit la CAQ déjà manifester des. En tout cas, un intérêt pour. Alors, il l'a dit, j'en veux pas de péréquation, je veux qu'on soit assez riche pour pas en demander. Mais c'est ça, okay? C'est ça. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu arrives avec une proposition comme ça, à Ottawa, ils vont se braquer. Ben oui. Ils vont dire, hey, non, nous autres, on veut garder notre pouvoir central, etc. Regarde, l'Alberta ne veut pas ça. OK? Et puis, l'Ontario non plus, dans le fond. Parce qu'ils ont des études aussi, l'Ontario, qui disent que entre le flux ce qu'ils envoient et ce qu'ils reçoivent, ils sont perdants. Bon, mais si t'es perdant, OK, bateau est vide. On arrête ça. On arrête ça, OK? Oui, on a plusieurs éléments là-dedans. Les pièces du dossier, ça se tient. OK, ça se tient. Alors donc, y a-t-il quelqu'un qui va vouloir les voir? C'est tous des documents publics. OK? Le bureau parlementaire du budget, c'est ce qu'il y a de plus objectif à Ottawa en finances publiques. C'est ça. Alors, la proposition du Parti conservateur de l'Alberta est connue. Et puis l'élection est en 2019. L'élection en 2019 du fédéral. Et là, ici, t'imagines-tu si Scheer veut prendre le Québec, puis il dit, moi j'ai un deal pour vous autres. C'est pas l'honneur et l'enthousiasme, c'est le cash. Oui, exactement. Puis là, il dit, on m'a fait une péréquation, vous récupérez vos impôts directs. C'est ça. Merci, bonjour. Parce que les autres, ils se battent tout le temps, les conservateurs d'Ottawa, pour réduire les dépenses du fédéral. Mais là, coupe-y ses revenus. Tu vas arrêter de dépenser comme un fou. Il va arrêter. Ça s'en va. C'est ça. Tu comprends-tu? Puis là, tu viens de réaliser ton programme dans tes fantasmes les plus envolés, là. Tu sais, comme... Dehors le libéralisme. C'est ça. Puis là, l'État central s'occupe à ce moment-là juste des missions nationales. C'est tout, là. Donc, mais là, le problème avec le mouvement souverainiste, parce qu'ils sont dans une logique référendaire. Ils sont encore là. Une logique binaire. Ouais. Si tu fais ça, tu es en train d'améliorer le Canada, donc réduire ton argumentaire pour gagner un référendum. C'est ça l'affaire. OK? Réduire ton argumentaire, alors que tout ça, on l'a vu au début de l'émission, ça n'a aucune portée politique. OK? Il me semble que c'est rendu loin, là, mais c'est parce que c'est ça. Nous autres, ouais. Mais là, on a un intérêt pratique. C'est ça. Mais c'est parce que là, tu es en train de créer une dynamique. Oui, c'est OK? Ça. Et qu'est-ce que tu fais quand, si les conservateurs de Scheer, peu importe c'est quoi leur affaire sur le climat, là, regarde, la réalité, là, OK? C'est que les autres s'engagent, disent, OK, parfait, il y a un rapport d'impôt. Il en a parlé, Scheer, un rapport d'impôt. Hein? Il n'a pas mis d'objection, là. Non, OK? Non. Il a dit, ouais, un rapport d'impôt. Il a même demandé qu'est-ce que le Québec aimerait comme deal. Ben oui, regarde. Tu vois les voitures? Ben oui. OK? Bon, c'est une porte de grange, là, tu sais. Fait que, là, t'arrives, là, les souverainistes disent, je comprends pas, là, on est en train d'améliorer le Canada, bon, on va réduire la capacité de produire un argumentaire. Virer, ça, encore. OK? Les autres, OK? Ben du monde. Oui, okay? ben du monde. Beaucoup de monde, parce que c'est pour ça que j'ai pas eu d'oreille pour ça. OK? Même pas... OK? Pas d'oreille. Parle à du monde, là, qui... Là, j'en allais en région parler. Hein? Ben, à un moment donné, il y en a un. OK. Alors donc, là, les souverainistes ils comprennent pas que si tu prends le premier poste de revenu d'Ottawa, puis qui envahit avec cet argent-là tes compétences. Ouais, c'est ça, exactement. OK? Puis qui traite tes 30. Ouais, OK? Puis là, tu gardes, tu le transfères là. Là, tu viens de changer l'équilibre des forces. Ouais. Mais sérieusement, OK? Sérieusement. Et puis là, qu'est-ce que ça fait? C'est que, du départ, je te disais, la rupture vient quand tu as un rapport de force favorable. Fait que là, tu viens de passer, gars, je prends
du potentiel, je le transfère ici, dans une dynamique politique incroyable, où ce que le Canada de Trudeau, okay, parce que la centralisation par la puissance de la fiscalité, puis du pouvoir de dépenser, ils viennent de se faire déshabiller. C'est ça. OK? Méchant match, là. Oui. OK? Méchant match. Oui, Tout ça est oui. concret, là. Oui, tout ça est concret. Je veux dire, je suis pas en train de... Non, non. Très concret. OK? Ouais. Ça fait des années que je suis cette situation-là. Et puis... On est arrivé. On est arrivé, d'autant plus que cette semaine, dans le National Post, en commentaire sur le dernier rapport du budget parlementaire du budget, le bureau parlementaire du budget, pardon, ils ont dit il faut qu'il y ait un transfert fiscal. Le National Post. Tu comprends? Oui. Là, ils disent les provinces sont plus viables. Tu sais, t'as un argument, c'est même pas toi qui fais l'argument du déficit fiscal, non, tu sais, que ça nous prend plus de péréquation. Regarde, quand je vois les souverainistes dire « Hey, là, ils coupent la péréquation, moi, je suis fâché. » Plaide pas ça, bonhomme. Hey, Duplessis, t'es 1000 fois plus intelligent que ça, là. Tu sais, il disait l'impôt, c'est la liberté. Si on contrôle notre cash, bye-bye. Ben, je comprends, si tu ne le contrôles pas, quand même, tu bavasserais ben oui. le pays. Là, on va se ouais. faire ça. Là, on fait ce qu'on veut, notamment. C'est ça. On est dans une situation, on en parlait l'autre fois, c'est que la proposition, c'est pas de sortir le Canada, le Québec du Canada, c'est de sortir le Canada du Québec, et avec ça, là, tu viens de faire un gros morceau. Ouais. Il en reste moins. Il en reste moins. Et puis ça, c'est une démarche que la nation française ici est capable d'accepter parce qu'il n'y a pas de risque de fatalité. C'est ça, exactement. Okay? Puis tu fais une démonstration incroyable de le fédéralisme centralisateur bloqué, puis tout. Puis tu vas chercher tes alliés ailleurs qui formaient à une autre époque le mur du roc. C'est ça que c'est. Alors donc, le mur va tomber. C'est ça. Cette élection-là, Céline, elle ouvre ces perspectives-là. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Elle ouvre ces perspectives-là. Puis est-ce qu'on va avoir l'intelligence politique de... Regarde, qui va s'y engager? Qui va s'y engager dans ce... Hein? Ouais, on a fait un petit bout ensemble durant 7 heures. Ben oui, mais en tout cas, on a mis quelque chose sur la table. Ben oui, on a mis quelque chose à la table. On a fait au moins une vision, une compréhension de, et on démontre qu'il faudrait peut-être, pour sortir du piège dans lequel l'histoire nous a enfermés, revenir et comprendre les fondamentaux du conservatisme. Exactement. C'est ça. La suite? La suite, on travaille là-dessus avec un petit groupe. Puis on est avec les textes de Daniel Johnson, l'égalité ou indépendance, la petite plaquette. Ce que je te disais, c'est le dernier premier ministre qui avait une doctrine d'État. Et puis donc, il était sur ces fondamentaux-là, reconnaissance de la nation, imposée, et l'État du Québec. Et les autres, c'était l'État et la nation, et c'était pas le pays rêvé. Donc, on va revenir à ça par la force des choses, d'une façon naturelle. Et puis, on n'a pas dépassé cette étape-là, hein, avec toute la dérive dans l'imaginaire, dans les idéalistes de la souveraineté. Là. On n'a pas dépassé, non seulement on n'a pas dépassé, mais on a reculé. Puis, lors de cette élection-là, on est à moins 1, parce qu'un autre mandat libéral, la démographie telle qu'elle joue, dans le déclin, pour nous, écoute, on aurait peut-être eu la chance les francophones de reprendre le contrôle de notre État. On a évité le désastre. Hein? L'État, le seul qu'on a, ouais. sur lequel on a un minimum de contrôle et sur les assises duquel repose notre existence. Puis je te rappelle que dans le conservatisme, le match politique se joue sur l'enjeu de l'existence d'une nation française en Amérique et non pas sur un pays rêvé où on pourrait avoir des politiques progressistes. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Claude. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Ben oui.